L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Une nuit noire et froide d'automne. Saint-Ouen, banlieue parisienne, c'est l'obscurité qui règne. À l'écart des maisons endormies et de quelques bribes d'éclairage peu rassurantes, un jeune homme se déplace. D'un air décidé, sous l'auspice des nuages et du croissant de lune qui s'impose dans le ciel, son banjo-guitare sous le bras, il sifflote. La nuit ne lui fait pas peur. Au contraire. Jean Reinhardt, que tout le monde appelle Django, adore cette atmosphère des plus particulières. Alors que la banlieue dort du sommeil du juste depuis plusieurs heures, lui regagne son camp. Django est un synthé, un manouche. Il vit donc avec les siens dans une roulotte qu'il partage avec sa femme. Encore faut-il se repérer dans cette obscurité que certains pourraient trouver sinistre. Mais notre gaillard, musicien de son état, à 18 ans, est très loin de se laisser impressionner si facilement. Voilà d'ailleurs le panneau qu'il recherche. Rue des Rosiers. La roulotte et le sommeil sont au bout du chemin. Ce que Django ignore, c'est que ce soir, et alors que la destinée semble lui ouvrir les portes de la gloire, sa vie s'apprête à basculer dans un inénarrable chaos. Nous sommes le 26 octobre 1928. Il n'est pas encore tout à fait minuit, et c'est l'heure H de mon histoire. Des cheveux noirs comme le jet, qui commencent à se faire la malle, une fine moustache impeccablement taillée qui se meut avec malice, un sourire ravageur et déjà un style musical qui impressionne. Oh, y a pas à dire, Django est une jeune promesse pleine d'avenir. D'ailleurs, c'est d'un concert qu'il revient. Des étoiles brillent dans les yeux de notre héros. Voilà des années qu'il pratique le banjo-guitare. Cet instrument hybride, on ne peut plus délicat à maîtriser. Mais Django, la virtuosité, il l'a dans le sang. Et les musiciens professionnels du tout Paris n'ont pas tardé à le repérer. Pour preuve, ce premier disque, enregistré voilà quelques mois avec l'accordéoniste Jean Vessade. Depuis, tout est allé si vite que le jeune homme n'avait pas eu le temps de se reposer pour contempler ce fulgurant succès. Bella, sa femme depuis 1 an, elle non plus n'en revient pas. D'ailleurs, elle l'attend. Django peut voir au loin la flamme chancelante des bougies dans la roulotte. Jamais elle ne peut s'endormir lorsque le musicien est en représentation. Une peur irrationnelle sans doute, qu'il pourrait se passer quelque chose. Mais qu'elle se rassure. C'est la gloire qui semble les attendre. Elle va les protéger des mauvais vents. Du moins, c'est ce qu'il croit. La gloire, oui. Oh, le mot semble fort, presque sacré, et pourtant... Que dire d'autre alors que l'un des plus célèbres chefs d'orchestre européens vient de faire le déplacement de Londres spécialement pour le voir jouer, lui. Django Reinhardt, sifflotant toujours avec entrain, est aux anges. Mieux, il a la tête dans les étoiles. Et pour cause, Jack Hilton, dans cette Europe de l'entre-deux-guerres, est une véritable star, une célébrité mondiale. Voilà quelques semaines que le leader de ce groupe mondialement connu avait proposé au jeune Rome un contrat en bonne et due forme. Django avait confié le précieux bout de papier à une personne de confiance du camp, l'une des seules capables de lire et écrire. Reinhardt, lui, n'a jamais appris. Mais qu'importe. L'offre alléchante avait été acceptée sans trop de réflexion. Ce que Jack Hilton lui propose est tout simplement énorme. Jouer à Londres. Parcourir les plus belles villes de la planète. Le tout avec son instrument sous le coude. Quel musicien ne rêverait pas d'une telle opportunité?
Le grand départ pour la capitale de l'Empire britannique est pour bientôt. C'est certainement aussi cela qui provoque les insomnies et l'anxiété chez Bella. Django a la fougue de sa jeunesse. S'empresse d'entrer dans la roulotte, exiguë mais impeccablement organisée pour raconter à sa femme son incroyable soirée. La chaleur des applaudissements, la foule en délire, les félicitations des autres musiciens. Dans son empressement, le jeune homme s'emporte, embrasse son épouse dans de grands gestes. Il est heureux, il la fait rire, fait chavirer par mégarde une bougie qui se trouve sur la table. Se trouvent non loin les jolies fleurs que Bella vend sur les marchés. Ce ne sont pas des végétaux naturels. Bella vend des fleurs en celluloïd. C'est du plastique, extrêmement inflammable. La roulotte, en un claquement de doigts, s'embrase, comme une torche. Les cris d'effroi succèdent aux rires. La mort chasse du camp la gloire et les rêves. Ils s'évanouissent dans le brasier. L'existence de Django Reinhardt, celle de sa femme, leurs deux vies viennent de basculer. Elles ne seront plus jamais les mêmes. Le campement endormi ne tarde pas à s'éveiller, tiré de sa torpeur par les hurlements des jeunes mariés en détresse. Impossible pour eux de sortir de ce feu qui déjà les ronge de toutes parts. Django, s'armant de courage, tente de passer à travers les flammes, d'ouvrir la porte, mais incandescentes et vives, les flammes lugubres et dansantes sont bien trop importantes. Bientôt, le jeune homme se laisse envahir d'une pensée terrible. Ils vont mourir, tous les deux, là, cette nuit, à l'origine porteuse de tous les espoirs. Fort heureusement, les jeunes gens ne sont pas seuls. Bientôt, c'est toute la communauté qui se relaie pour les faire sortir de là. Pour les synthés, chaque vie est sacrée. Mais la roulotte, elle, est totalement ravagée par les flammes. Est-il encore possible de les évacuer du brasier ? Une énième tentative de sauvetage, presque désespérée, et c'est la délivrance. Voilà que le musicien et sa femme sont traînés hors de leur roulotte qui part en fumée sous les yeux stupéfaits de leurs proches. Parfois, la vie ne tient qu'à une bougie qui se renverse, qu'à un infime, minuscule détail qui fait tout basculer et rebat les cartes de nos destinées, souvent sans prévenir, souvent avec violence. Dans le cas des époux Reinhardt, la facture est on ne peut plus salée. Leur chair brûlée les font atrocement souffrir. Il faut les conduire le plus vite possible à l'hôpital. La situation est critique et pourtant Django s'accroche tant qu'il le peut. Couché sur le sol, à même l'herbe humide, son regard est attiré par les flammes terribles qui s'élèvent vers le ciel. C'est toute sa vie qui disparaît, emportée par la fureur, si seulement c'était le seul problème. Sa jambe, c'est le moins que l'on puisse dire, est particulièrement abîmée. C'est même une véritable catastrophe. Mais c'est pas tout. Le jeune homme, comme réveillé en sursaut d'un mauvais rêve, lève ses bras au-dessus de son visage. Ses mains, les instruments principaux de son succès, ses plus indispensables aussi outils de travail. Alors qu'il découvre une scène qu'il n'aurait pas pu imaginer au cœur de ses pires cauchemars, son hurlement dans la nuit fait tomber sur la banlieue parisienne une souffrance indicible. Ma main! Brûlé à de nombreux endroits du corps au 3e degré, le musicien n'a Dieu que pour sa main gauche, qui en lambeaux semble porter de bien mauvais présages. Les médecins ne tarderont pas à ruiner ses minces espoirs. Non, pour eux, c'est certain. Django Reinhardt, 18 ans, ne pourra plus jamais rejouer de la guitare.
C'est au cœur du 10e arrondissement de Paris que nous nous retrouvons, de longues semaines après le terrible accident qui a touché les époux Reinhardt. Au nord de la rue Bichat, l'hôpital Saint-Louis est une institution qui permet à de nombreux malades de réapprendre les petites joies de la vie, tandis que d'autres, hélas, s'y morfondent sans espoir. Django, lui, ne parvient pas à se sortir du trou dans lequel il est tombé. Malgré les efforts constants des médecins et du personnel soignant, sa jambe, ainsi que sa main, ne cicatrisent que mal. Très gravement brûlé, le musicien semble incapable de remonter la pente. Des semaines qu'il est là, à espérer une amélioration de sa cicatrisation, et que ça n'arrive pas. Alors, prostré dans son lit, un mal de vivre collé à la peau, il s'enfonce inlassablement. En cette matinée d'hiver, alors que la gelée s'installe aux fenêtres de sa chambre, c'est Nanin, son frère, qui vient lui rendre une petite visite. Il n'est pas seul. Dans sa main, il tient une housse à guitare. Django est si las qu'il ne remarque pas l'instrument. C'est à peine s'il regarde son frangin, qui tente tant bien que mal de lui remonter le moral, mais rien n'y fait, hélas. Et les quelques tentatives de discussion sont automatiquement entrecoupées de remarques plaintives. Nanin se dit qu'il serait de bon ton de dire à son frère hospitalisé qu'il a pensé à lui en amenant cette guitare. Après tout, c'est moins lourd, ça fait moins de bruit. Les équipes de l'hosto l'autoriseraient certainement à jouer de la gratte pour favoriser sa rééducation, mais cette perspective, Django ne veut pas en entendre parler. Il boit du noir et en veut à la terre entière. Ainsi, durant des semaines, la guitare va rester dans sa housse. De toute façon, les médecins continuent de lui dire que l'évolution mauvaise de ses brûlures à la main l'empêchera de jouer de nouveau de la musique. C'est peut-être cette fatalité, qui sait, qui va enjoindre notre héros à aller contre sa mauvaise étoile. Face à l'horreur, le musicien décide de se battre. Une première fois, lorsque les spécialistes suggèrent qu'on l'ampute de sa jambe droite, Django refuse, préférant la voie d'une rééducation encore plus difficile et douloureuse. Sa main, elle, subit un traitement qui va laisser des traces irrémédiables. Dans l'impasse, face à ce manque de cicatrisation, les médecins décident d'employer la manière forte, le nitrate d'argent. Enfin, il prend le chemin de la guérison. Mais à quel prix ? Sa main, son outil de travail, est à tout jamais abîmé. Pire, son annulaire et son auriculaire sont paralysés. Et le restaurant. Qu'importe, Django Reinhardt est sur une nouvelle voie, celle de la récupération. Les semaines dans sa chambre d'hôpital deviennent des mois. Et voilà bientôt qu'une année complète se dissipe dans les limbes de la souffrance et de la résilience. Le musicien, face à l'adversité, a pu compter sur un déclic. La guitare. La guitare laissée par son frère, qui le toise dans sa housse depuis déjà trop longtemps. Et si en développant un autre style, en construisant et en perfectionnant d'autres techniques, Django Reinhardt pouvait bâtir l'impossible, déjouer tous les pronostics. Et si en épousant une incroyable force de résilience, le jeune homme pouvait tracer sa propre route, avec en point d'orgue une impensable perspective, celle, vous l'aurez compris, de rejouer de la guitare et de devenir pour la postérité un véritable génie musical. 18 longs et pénibles mois. Voilà la facture qu'aura payé Django Reinhardt. Une addition on ne peut plus salée, je vous l'accorde. Alors,
qu'on a voulu l'amputer alors que ses brûlures manquèrent de ne jamais pouvoir cicatriser, le jeune homme aurait dû abandonner sa passion et sa carrière. C'est la guitare achetée par son frère qui lui permet de remettre le pied à l'étrier. Acoustique, à 6 cordes en acier, plus léger et moins bruyant qu'un banjo, l'instrument va lui permettre de se familiariser de nouveau avec son art. Mais si vous avez déjà tenu une guitare dans vos mains, en tant que droitier, inutile de vous préciser l'importance de la main gauche. C'est elle qui permet l'enchaînement des notes, à contrario de la droite, qui, elle, insuffle le rythme. Ainsi, Django se retrouve face à une véritable montagne, alors qu'il ne dispose dorénavant plus que de son index et de son majeur pour jouer. Il lui faudra plus de 6 mois d'intense pratique pour se familiariser, puis pour développer de véritables nouvelles techniques, avec 2 doigts. Il faut dire que notre héros est loin d'être un néophyte lorsqu'on parle de musique. Il est né pour en jouer avec brio. Les Roms vivent avec la musique au cœur, un art qu'ils se transmettent bien souvent de génération en génération. Dès ses premières années, Django montre une grande dextérité dans la pratique musicale, d'abord au violon, puis au banjo-guitare, instrument qu'il pratique dès ses 12 ans. Alors qu'il voyage dans une bonne partie de l'Europe occidentale, c'est dans différents quartiers de Paris qu'il joue de son instrument partout où il le peut. Bientôt, sa réputation grandit et des grands notables, des beaux quartiers de la capitale lui demandent de bien vouloir se produire dans des soirées qu'ils organisent. Mieux, les bals musettes des années 20 sont des institutions qui, à Paris et en banlieue, lui ouvrent les bras. C'est l'escalade. Et Guerino, un accordéoniste renommé, le repère et lui enjoint d'intégrer sa troupe. Django devient donc, au cœur de son adolescence, un musicien qui compte et qui sort de l'invisibilité grâce à la seule force de son talent. Il faut dire que se développe déjà chez lui un doigté incomparable, un style qui offre à ses auditoires des perspectives nouvelles sur les sons et les tessitures que peuvent donner les banjo-guitares. Les plus grands chefs d'orchestre ne s'y trompent pas. Django est un virtuose, au sens premier du terme. Jack Hilton, qui fait spécialement le déplacement pour le voir jouer, est loin d'être un musicien comme les autres. Si Reinhardt est une promesse, lui est déjà une étoile. Tout juste marié, Django a donc la possibilité d'intégrer un groupe qui est amené à voyager dans le monde entier. Pour lui, c'est clair. C'est la célébrité qui semble à portée de doigt. Oui. Mais voilà, le feu de la roulotte fait tout tomber à l'eau. Exit le contrat, exit la place au sein du groupe. Django, lorsqu'il sort de l'hôpital en 1930, vient d'avoir 20 ans. Et pourtant, alors qu'à cet âge, on serait tenté de penser qu'on a la vie devant soi, le musicien, lui, se retrouve face à la nécessité de se réinventer. Pourra-t-il, grâce aux nouvelles techniques qu'il a perfectionnées à 2 doigts, se refaire sa place dans le paysage ? Est-il condamné à rester une étoile filante, une promesse non tenue du monde musical ? À ce stade de notre histoire, rien ne semble jouer. Une chose est sûre cependant. Django Reinhardt va devoir s'employer plus qu'aucun autre pour réussir. La perspective du succès, elle, n'est encore qu'un lointain mirage. Nous sommes au cœur de l'année 1931. Voilà quelque temps déjà que Django est sorti de sa chambre d'hôpital. Pour lui, la rééducation fut le temps de toutes les remises en question. Il a notamment décidé de mettre un terme à sa relation maritale.
Pourtant, il est devenu père en 1929. Mais le poids de la tragédie, peut-être, était-il devenu trop lourd à porter. Alors, c'est sur la route que nous le retrouvons. La guitare que son frère lui a offerte sous le bras. Django a repris le chemin du voyage. Il découvre, mois après mois, les coins les plus remarquables d'une France magnifique. Au coin des feux, le soir venu, le musicien se met à jouer de son instrument, répète avec minutie et constance ses nouvelles méthodes d'entraînement, mais continue de se chercher inlassablement. D'ailleurs, ce soir, voilà qu'il sort d'un petit bal musette de la Côte d'Azur. Ses lieux de partage se souviennent de lui et lui permettent de jouer et ainsi de gagner sa vie. Django n'a d'ailleurs aucun autre objectif que celui de profiter de l'existence, savourant jour après jour ce qui vient sur son chemin. Ce soir, c'est d'une rencontre qu'il se satisfait. Émile Savitry, l'une de ses connaissances, est venue voir sa représentation. Lui a proposé d'aller boire un verre chez lui, un peu plus loin. Fidèle à son mantra de se laisser porter, Reinhardt accepte sans réfléchir. Ce moment, il n'est pas près d'oublier. Dans le petit salon étroit de Savitry, sa conscience musicale va subitement retrouver son chemin, le tout grâce à Émile. Entre 2 verres et 2 cigarettes, Django découvre la discographie de son nouvel ami. Eddie Lang, Duke Ellington, Louis Armstrong. Autant de noms qui ont, de l'autre côté de l'Atlantique, révolutionné la musique, en explorant de nouveaux horizons, ceux du jazz. Au cours d'un solo de guitare d'Eddie Lang, Django se retrouve complètement subjugué, sous le charme. Ses yeux s'illuminent. Il a compris vers où il doit aller. Il l'exprime à Savitry, sans embâge. « Émile, je dois jouer du jazz. » Prenant sa guitare, voilà qu'il se met à composer naturellement quelques airs qui lui viennent à l'esprit. Son ami l'écoute, religieusement. Il est estomaqué de ce qu'il entend. Bientôt, il ne sera pas le seul. La locomotive Django Reinhardt est lancée. Rien, absolument rien, ne pourra plus l'arrêter. C'est son amour pour la musique qui sauve notre héros d'un destin funeste. Lorsqu'il sort de l'hôpital en 1930, il tente de rebâtir une manière de pratiquer son art. Au prix de mois très compliqués. Il y parvient, mais tout n'est pas au point dans ces techniques neuves mais perfectibles, et le jeune homme le sait. Alors il voyage longtemps afin de trouver une nouvelle voie. Musicalement, ses références vont l'amener à découvrir ou redécouvrir des compositeurs classiques qui vont l'aider à bâtir son propre univers. Parmi eux, on peut citer Ravel ou Debussy. Les solos de guitare de Django, de plus en plus, sont élaborés. Avec ses 2 doigts valides, il parvient à acquérir une remarquable dextérité. Pour les parties plus rythmiques de ses morceaux, il utilise son pouce, contorsionne sa main autant que possible et parvient même, avec une gymnastique intense, à plaquer ses doigts paralysés pour en tirer quelque chose. C'est la découverte du jazz américain qui le fait basculer dans une autre réalité musicale. Très rapidement, il est de retour sur la voie du succès. En 1933, alors que l'Europe de plus en plus entre dans un futur incertain, il réalise des enregistrements en studio qui vont faire date. Une véritable innovation. Django décide de créer un ensemble composé de 3 guitares, d'une basse et d'un accordéon. Germe déjà dans son esprit l'idée d'un groupe. Le quintet du Hot Club de France naît l'année suivante et regroupe 3 guitaristes. En plus de lui-même, évidemment, Django intègre dans cet ensemble son frère, Joseph. Celui-là même,
qui lui apporta un instrument à l'hôpital. Le groupe, nouvellement formé, ne va pas tarder à se faire une place centrale dans les programmations parisiennes. La fin des années 30 est une période de consécration. Bientôt, on parle de lui dans toute l'Europe. Cette notoriété grandissante lui ouvre même les portes du pays de l'oncle Sam. Son groupe réalise 3 enregistrements aux États-Unis, se faisant ainsi connaître des grands musiciens de jazz. L'un des moments forts de la carrière de Django est très certainement ses rencontres avec ses idoles qu'il a découvertes en 1931. Reinhardt a notamment eu le plaisir de jouer une jam session avec un certain Louis Armstrong. Excusez du peu. Il faut dire que le musicien a gagné le respect de ses pairs, alors qu'à l'époque, il n'est pas rare de participer à des défis musicaux et des duels techniques au cours desquels chacun déploie l'étendue de sa palette. Aux États-Unis, Django se retrouve face à des musiciens de légende lors de ces événements. Rex Stewart ou Benny Carter tentent à plusieurs reprises de le déstabiliser, mais à chaque fois, le résultat est le même. Les Américains sont subjugués par la qualité du jeu de Django. Ce qu'il est capable de développer avec seulement 2 doigts est ahurissant. Mais plus encore, c'est sa capacité à comprendre la musique qui interpelle. Reinhardt est un autodidacte qui s'est forgé sur le campement et en écoutant les autres. Il n'a jamais appris à lire non plus. Ce qui rend pour lui la lecture de la musique sur partition impossible. Qu'importe, Django est un de ces génies qui vivent au travers de leur art. L'apprentissage chez eux est quelque chose qui relève de l'inné, pourrait-on dire même de la magie. En tous les cas, Django est un esprit qui fascine dans le monde entier à compter de la formation de ce quintet, qui souffle un vent de fraîcheur sur le monde de la musique. À Montmartre, le club artistique prisé des années 30, le R26, lui ouvre également ses portes. Ces réunions et ces moments de partage particuliers dans lesquels il côtoie des écrivains, des poètes et d'autres musiciens participent à l'affirmation de son style, unique en son genre. C'est à cette période que Django se retrouve propulsé au premier rang des célébrités de son époque. En 1938, le quintet se produit à Londres, dans une salle comble et remplie de stars. Eddie Cantor, l'un des acteurs les plus en vogue de l'époque, est au premier rang. Ne manque pas une miette du show. La légende raconte qu'à la fin du concert, l'acteur est monté sur scène afin d'embrasser la main de Django Reinhardt dans un élan de spontanéité qui laisse toute l'assistance pantoise. Le succès de cette représentation ouvre la porte au quintet du Palladium quelques semaines plus tard. La capitale de l'Empire britannique, à ce titre, ne tarde pas à devenir l'un des lieux dans lequel le groupe se produit le plus. Quelle revanche sur la vie! Et pourtant, derrière le rideau des concerts et des spectacles, derrière l'ambiance feutrée des plus grandes salles et des tonnerres d'applaudissements, le monde s'apprête à basculer pour de bon. Il en est fini, en un claquement de doigts, de cet univers d'illusions. Django, comme tous les autres, va se retrouver au cœur d'une bien mauvaise aventure, celle de la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes au tout début de septembre 1939. Une déflagration mondiale vient de s'abattre sur la planète. Le vieux continent, pour la première fois depuis la fin des combats en 1918, se retrouve dans un conflit généralisé. Hitler, menaçant depuis des années, vient de mettre le pied en Pologne. La réaction française et britannique ne s'est pas fait attendre. Django Reinhardt est à Londres, en compagnie de son quintet. La nuit est froide, un peu trop lorsqu'on pense que l'été n'est finalement qu'un souvenir récent. Django et ses acolytes viennent de terminer un concert qui a remporté un grand succès. Mais que faire
alors que la France vient d'entrer en guerre. Faut-il rentrer se battre ? Django est on ne peut plus indécis sur la question. Il hésite. Sa compagne, Sophie, se ronge les ongles. Elle n'est pas la seule, c'est certain. Longuement, la tête entre les mains, le musicien mûrit une décision qui s'annonce lourde de conséquences. C'est d'autant plus le cas que l'un des membres du quintet, Stéphane Grappelli, est malade et ne pourra pas bouger de la cité londonienne. Qu'importe, Django ne tarde pas à prendre le taureau par les cornes. Il rentre au pays. Sa femme, elle, devra rester en sécurité à Londres. Elle proteste et il n'en a cure. Son choix est fait. Face au monde qui bascule dans la guerre et l'horreur une seconde fois, Reinhardt décide de faire face. Les dangers, eux, seront nombreux. La communauté des gens du voyage, pointée du doigt par les nazis, est mise au banc. Django embarque pour Toulon. Commence pour lui des années bien particulières. Normalement mobilisable dans les troupes de marine, Django est réformé à cause de ses brûlures et ne tarde pas à rentrer à Paris. La France, elle, sombre au cours d'une guerre éclair qui débouche sur la création du régime de Vichy et l'occupation nazie d'une partie du territoire national. La communauté tzigane, tout au long du conflit, est une victime de la politique de répression nazie. Ils seront entre 650 000 et 1,5 million à mourir sous le joug d'Hitler et de son idéologie. De plus, la musique jazz est vilipendée par le régime, qui estime qu'elle va à l'encontre de la bonne culture allemande. Le moins que l'on puisse dire, donc, c'est que la sécurité de Django et des siens s'inscrit en pointillé. Dans un premier temps, les choses vont bien se passer pour lui. Avec Nuages, en 1940, il compose un morceau qui va faire date et qui deviendra même un hymne non officiel de la résistance face à l'occupant. Il s'écoule à plus de 100 000 exemplaires. Le musicien reforme un quintet. En France, le rejet du jazz est moins institutionnalisé que dans le Reich. Radio Paris et Radio France diffusent du Reinhardt sans aucun problème. Pour autant, autour de lui, les arrestations sont légion. Certains de ses amis entrent activement dans les réseaux de résistance. Alors, ne se sentant plus en sécurité, le musicien veut partir en Suisse. Se fait prendre 2 fois. Il n'est pas inquiété pour autant, mais doit se rendre à l'évidence. La guerre, il doit la vivre en France. Il ne se cache pas pour autant et ouvre un club, chez Django Reinhardt. Il se produit notamment au sein du Hot Club allemand à plusieurs reprises. Ses origines, contrairement à des centaines de milliers d'autres personnes, ne lui valent pas d'ennui particulier. Il se marie d'ailleurs durant cette période avec Sophie, l'occasion pour Django d'être de nouveau père. Au moment de la libération, il se distingue de 2 manières. Il interprète une Marseillaise qui fera date lorsqu'il retrouve son ami Grappelli, resté en Angleterre. Il décide également de faire jouer dans la capitale son requiem à mes frères tziganes, composé durant la guerre et dédié aux victimes. Alors que son succès en Europe semble acquis, Django Reinhardt décide de partir en tournée aux États-Unis. Depuis plusieurs années, il souhaite jouer dans le big band de Duke Ellington, qui doit parcourir tout le pays de l'oncle Sam à la rencontre d'un public de plus en plus nombreux. Mais Django se retrouve confronté à des situations qui le frustrent. En premier lieu, la star aux États-Unis, c'est Ellington. Et bien qu'il soit chaque fois plébiscité, Reinhardt n'est visiblement qu'un second choix dans le cœur du public américain. Pire, son comparse ne le met pas en avant et le musicien se retrouve souvent à devoir animer les dernières parties des concerts. Il n'apparaît sur scène
que pour faire exploser l'applaudimètre. Autrement dit, il ne s'y retrouve pas. Et ses années d'attente et d'espoir sont quelque peu déçues. Tellement qu'il va s'éloigner de la guitare. Lorsqu'il rentre en France au début de l'année 1947, il est attendu de pied ferme. Ses managers lui programment de nombreux concerts. Mais Django déprime. Pose même des lapins, parfois refusant d'aller jouer. Sa réputation commence à sérieusement se ternir. Son quintet, qui a fait son succès, cesse d'exister en 1948 dans sa forme originelle et il part à Rome, où il entre en studio. Le moment pour lui de se réconcilier avec son art et d'enregistrer près de 60 morceaux. Mais son second souffle intervient surtout au début des années 50, où il inspire toute une nouvelle génération de musiciens. Il intègre un nouveau groupe, reste à la pointe de ce qui se fait de plus innovant en matière de jazz. On lui propose de nouveau des projets plus incroyables les uns que les autres, parfois même à l'autre bout du monde. Sa carrière est sur la pente ascendante de nouveau, et sa déception américaine semble derrière lui. Eddie Barclay lui-même lui fait enregistrer 8 morceaux à destination du public américain. Chacun de ces titres fera date. C'est en 1953 que le génie entre pour la dernière fois en studio. Le renouveau semble lui tendre les bras plus que jamais, mais la vie, hélas, le rattrape. Un mois après l'enregistrement de cet ultime opus, Reinhardt est foudroyé un soir par une hémorragie cérébrale à la porte de son domicile. Il rentrait tout juste d'une représentation. Le musicien ne peut pas être sauvé et décède à l'âge prématuré de 43 ans, le 16 mai 1953. L'arrivée tardive des secours est certainement à mettre en cause. Mais dans tous les cas, il est très difficile, d'autant plus au cœur des 50s, de survivre à un tel coup du sort. Cette fois, la bonne étoile du génie n'aura pas suffi. Au-delà de son parcours extraordinaire, il y a des choses que l'on sait peu sur Django Reinhardt, notamment le fait qu'il soit né en Belgique, à Liberchy. C'est aussi lui qui favorise, entre 1935 et 1937, l'éclosion d'un certain Henri Salvador, qu'il engage en qualité d'accompagnateur dans certaines de ses représentations. Django Reinhardt, pour bien des guitaristes, est un maître à penser, une inspiration, le catalyseur d'un héritage incroyable. C'est aussi parce que le jazz est considéré comme une étape révolutionnaire du XXe siècle lorsqu'il s'agit d'étudier la musique et ses évolutions. Et en cela, Reinhardt est un précurseur, un esprit libre, une force aussi, qui, implacable, aura été capable de renverser les montagnes. Voilà pour ce récit, que j'ai le plaisir de partager avec vous grâce à la plume d'Antoine Charpagne et à la collaboration des équipes de LDV Productions. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.